Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes plus d'1 million à nous avoir suivis la semaine dernière pour la reprise du journal avec une moyenne quotidienne à plus de 210 000 téléspectateurs. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci également de partager et d'appuyer sur le pouce en haut sur cette vidéo qui nous permet un meilleur référencement. Avec 954 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, nous nous approchons du million. Et à la une de cette édition, les montagnes russes se poursuivent dans le cadre des échanges diplomatiques sur la guerre en Ukraine et la perspective de paix semble désormais s'éloigner. Bataille intestine en Europe avec le Parlement qui saisit la CJUE pour dénoncer le passage en force d'Ursula von der Leyen sur le programme Security Action for Europe. Et enfin, la GPA revient sur le devant de la scène à la faveur du lobbying de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Malgré les efforts diplomatiques de Donald Trump depuis une dizaine de jours, la perspective d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine semble s'éloigner. La guerre a repris en intensité depuis quelques jours. Nicolas de Lamberterie. Les espoirs nés de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska sont-ils sur le point d'être renvoyés aux oubliettes ? Beaucoup d'éléments laissaient à penser qu'une issue semblait être sur le point d'être trouvée, avec notamment cette image montrant une carte détaillée du front ukrainien dans le bureau ovale, tandis que Trump recevait le président ukrainien et les dirigeants européens. On aurait pu croire que les échanges et concessions territoriales étaient au cœur des discussions et permettraient de trouver un terrain d'entente entre Kiev et Moscou. Pendant ce temps, les combats et les bombardements sur le front ukrainien ne cessaient pas, avec quelques succès de terrain et une percée pour les Russes, rappelant ainsi la détermination de la partie russe à ne pas cesser les hostilités tant qu'un accord n'aurait pas été trouvé. Mais assez rapidement, il est apparu que cet accord ne serait pas sur le point d'être trouvé, la partie ukrainienne ne semblant pas désireuse d'effectuer des concessions territoriales. Il est vrai que d'un point de vue légal, de telles concessions nécessiteraient un processus législatif et référendaire long, complexe et terriblement périlleux au sein même de la politique intérieure ukrainienne. Et toute concession d'une telle nature de la part du président ukrainien pourrait très rapidement amener à un coup d'État ou des désordres générés par des groupes paramilitaires rappelant les corps francs de l'Allemagne d'après 1918. Dès lors, la guerre semble avoir repris ses droits avec toute son intensité, puisque les Russes ont sévèrement bombardé le territoire ukrainien ces derniers jours, y compris à la frontière ouest de l'Ukraine, à Mukachevo, en détruisant une usine située à proximité des frontières de la Hongrie et de la Slovaquie, fait suffisamment rare pour être souligné. Pendant ce temps, l'Ukraine a visé plusieurs raffineries en Russie, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de Kiev, et a également bombardé l'oléoduc Druzhba qui relie la Russie à la Slovaquie et la Hongrie via l'Ukraine. Ce bombardement de l'oléoduc Druzhba a provoqué la colère de Budapest et de Bratislava, qui sont dépendants de cet oléoduc pour leur alimentation en pétrole brut. Le gouvernement hongrois a rappelé que la Hongrie fournit de l'électricité et de l'essence raffinée à l'Ukraine. Et Viktor Orban s'est plaint de ce nouveau bombardement auprès du président américain Donald Trump, qui a fait savoir à son homologue hongrois qu'il était très fâché de cette situation. Mais en parallèle de cela, la presse a révélé que Donald Trump s'efforçait de mettre la pression sur Viktor Orban afin que ce dernier ne bloque pas le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En effet, en dépit de l'amitié qui unit les dirigeants américains et hongrois, leurs intérêts sur ce sujet sont profondément divergents, étant donné que les États-Unis s'efforcent de saigner l'Europe, d'une part en leur imposant des droits de douane, des commandes énergétiques gargantuesques et des investissements massifs sur le sol américain, et d'autre part en leur laissant le soin de payer l'ardoise de la reconstruction de l'Ukraine, après que les États-Unis aient depuis 1991 entrepris tout ce qu'ils pouvaient pour détacher l'Ukraine de la Russie, ce qui est l'une des causes profondes du conflit actuel. Et pour la fête de l'indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu ce dimanche 24 août, une cérémonie a été organisée à Kiev en présence du Premier ministre canadien et d'un émissaire américain. La tonalité de l'événement laissait clairement penser que l'on ne se rapproche pas d'une sortie de conflit. D'ailleurs, le même jour, l'armée ukrainienne affirmait avoir repris 3 villages dans le Donbass. Un succès symbolique qui ne devrait probablement pas changer la donne sur le front, mais clarifie les velléités de Kiev, alors que la partie russe exige pour la cessation des combats que Kiev se retire de l'intégralité du Donbass. En parallèle de cela, des images officielles du régime nord-coréen ont montré une cérémonie durant laquelle le leader nord-coréen Kim Jong-un a décoré les soldats coréens ayant combattu dans le conflit russo-ukrainien.
Une révélation officielle qui tombe à pic pour Moscou pour rappeler que le pays n'est pas isolé dans son effort de guerre. Précisons également que de nombreux médias mainstream ont relayé, soit par ignorance, soit par malveillance, l'information selon laquelle les soldats nord-coréens seraient intervenus en Ukraine. Or, en réalité, les soldats nord-coréens n'ont été déployés et n'ont combattu que dans la région de Koursk, qui fait partie des frontières internationalement reconnues de la Russie et dans lequel les forces armées ukrainiennes avaient effectué une percée modeste mais spectaculaire lors de l'été 2024. En clair, tous les éléments semblent être réunis pour une poursuite dans la durée du conflit russo-ukrainien, les tentatives de Donald Trump ayant pour le moment tout échoué. Et c'est une affaire qui est passée sous les radars de cette seconde partie du mois d'août. Le Parlement européen a saisi la CJUE pour contester l'adoption du programme Security Action for Europe. Un duel entre la Commission et le Parlement semble s'engager. Réarmer l'Europe sans l'avis du Parlement, c'est un peu ce qu'a fait la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Elle doit désormais faire face au Parlement qui a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, le 20 août pour contester l'adoption du programme Security Action for Europe, dit SAFE, un pilier du plan Réarmer l'Europe, en raison de l'utilisation controversée de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'UE par la Commission européenne. Ce recours, qualifié de 49.3 européen, a permis à Ursula von der Leyen de contourner le Parlement lors de l'élaboration et de l'adoption de ce programme de près de 150 milliards d'euros destinés à financer des achats communs d'équipements militaires. Réarmer Europe ou Readiness 2030 ambitionne de mobiliser 800 milliards d'euros pour renforcer les capacités de défense de l'UE face aux menaces géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et l'incertitude autour du soutien américain à l'OTAN. Évidemment, le Parlement ne conteste pas l'objectif du CEF et le soutient même pleinement, mais dénonce une atteinte à la légitimité démocratique. Les eurodéputés affirment également que le recours à l'article 122, utilisé précédemment lors de l'achat de vaccins Pfizer pendant la pandémie de Covid-19, est incorrect et inutile. Cette procédure, qui écarte le Parlement du processus décisionnel, avait ainsi déjà suscité des critiques lors du Pfizergate, où des négociations opaques entre von der Leyen et le PDG de Pfizer avaient conduit à une condamnation par le tribunal de l'UE pour manque de transparence. Ce précédent renforce la détermination du Parlement à ne plus tolérer les décisions unilatérales de la Commission. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, avait averti dès mai 2025 que l'institution pourrait engager une action judiciaire si la Commission persistait à marginaliser les élus. Malgré les justifications de von der Leyen qui évoquent une urgence justifiée face à une détérioration grave du contexte sécuritaire, les eurodéputés, soutenus par un vote quasi unanime de la Commission des affaires juridiques, ont mis leurs menaces à exécution. Le recours déposé vise à annuler le règlement CEF pour insuffisance de base juridique, tout en demandant le maintien de ses effets jusqu'à l'adoption d'un texte révisé. Le CEF, qui s'inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance de l'UE à l'égard de partenaires extérieurs, suscite un vif intérêt. 20 États membres, dont la France, la Pologne et la Lituanie, ont manifesté leur intention de contracter des prêts pour un montant estimé à au moins 127 milliards d'euros. Le programme se distingue par son ouverture aux pays tiers, comme le Royaume-Uni ou le Canada, via des accords bilatéraux, tout en imposant des critères stricts, tels qu'un minimum de 65% de composantes européennes pour les équipements financés. Au-delà des questions que peut susciter la nature même du CEF, le conflit entre le Parlement et la Commission révèle des tensions profondes au sein des institutions européennes. En contournant les élus une nouvelle fois, Ursula von der Leyen alimente les critiques sur le déficit démocratique de l'UE et sa dérive. La décision de la CJUE pourrait marquer un coup d'arrêt à la présidente de la Commission et définir les limites de l'article 122 ainsi que le rôle du Parlement dans les décisions stratégiques. L'achat d'enfants sur commande. Gabriel Attal a mis sur la table le sujet de la GPA qu'il arrive à qualifier d'éthique. Une imposture qui masque une réalité particulièrement glauque. Explication Renaud de Bourleuf. Un esclavage des femmes bientôt légalisé. Jeudi 21 août, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la couleur. Son cabinet va commencer un travail de réflexion pour préparer la légalisation de la gestation pour autrui, dite GPA. L'idée est de mettre le sujet sur la table pour l'élection présidentielle de 2027.
Le secrétaire général de Renaissance et président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale change de bord. En 2019, il s'exprimait ainsi. Il n'y aura pas d'ouverture de la GPA. Emmanuel Macron. J'entends bien, mais vous êtes ministre. Mais vous êtes ministre je sais bien, et vous avez évoqué l'idée. Mais non, alors j'ai pas fait d'interview publique sur ce sujet. À l'heure actuelle, la GPA est illégale en France, mais paradoxalement, il n'est pas interdit d'y recourir à l'étranger. Autre contradiction de la législation actuelle, depuis 2024, alors que la transcription des enfants nés sous GPA à l'étranger est obligatoire, le parent biologique et son conjoint sont automatiquement considérés comme les parents de l'enfant. Jusqu'en décembre 2024, seul le parent biologique était reconnu comme parent légal. L'autre pouvait toujours passer par l'adoption. Mais la Cour de cassation a tranché, le conjoint est reconnu, même en l'absence de lien biologique avec l'enfant, ce qui est, in fine, une reconnaissance de la GPA. Dans le monde entier, la pratique génère des sommes colossales, un marché qui pourrait atteindre plus de 120 milliards d'euros d'ici 2032, et le marché en question, c'est tout simplement la vente d'êtres humains arrachés à leur mère dès leur naissance. Au début de l'année 2025, Olivia Morel, née sous GPA et militante pour l'abrogation de cette pratique, nous donnait son témoignage. Quand on est abandonné à la naissance, quand on est arraché de ses racines, quand il y a une rupture entre la mère et l'enfant, les fondations de notre existence sont bancales. C'est comme une fondation d'une maison. Moi, mes fondations étaient bancales, donc ma maison, elle s'est écroulée à l'âge de l'adolescence quand j'ai dû me construire. On ne peut pas se construire quand on ne sait pas d'où on vient. Ça n'a rien à voir avec mon cas personnel, c'est général. Quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Mais, nous dit Gabriel Attal, il s'agit de plancher sur une GPA éthique. Alors que l'académicienne Sylviane Agacinski affirme, je cite, « Parler de GPA éthique, c'est comme parler d'esclavage éthique », que faut-il comprendre dans la position de Gabriel Attal ? Il y a deux critères, la mère porteuse doit être consentante et il ne doit pas y avoir de rémunération à la clé. Problème, avec ou sans argent, la pratique repose toujours sur un mépris de la femme réduite à ses capacités procréatives et surtout sur un arrachement d'un enfant à sa mère après 9 mois de grossesse. Olivia Morel revenait d'ailleurs sur cette notion de GPA éthique. Non, il n'y a pas de modèle éthique, évidemment. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de moyen éthique de louer un corps, il n'y a pas de moyen éthique de vendre un enfant. Il y a toujours de l'argent qui est échangé. Je vais vous donner l'exemple de deux pays. Très clairement, on va prendre la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est altruiste. C'est-à-dire que normalement, quand on pense altruiste, on pense éthique, on pense pas d'argent échangé. Néanmoins, ces mères porteuses sont dédommagées de frais énormes, tellement conséquents que ça constitue un salaire mensuel pour ces femmes. Donc pour une femme qui doit sortir de la précarité, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit louer son corps pour obtenir un salaire. Donc on touche des femmes pauvres à chaque fois. C'est de l'exploitation, tout simplement. Deuxième cas que je vais vous donner, c'est la Grèce. La Grèce où la GPA est altruiste, éthique comme vous voulez dire, et ça n'a pas empêché le trafic d'humains. En août 2023, 169 femmes ont été trafiquées de pays comme l'Ukraine, la Géorgie, l'Albanie. Elles ont été forcées à rentrer en Grèce, elles ont été forcées à produire des enfants pour des couples, notamment australiens, et ça a été démantelé. C'est un réseau de trafic d'êtres humains à ciel ouvert catastrophique. Un concept qui relève alors tout simplement de l'imposture, visant à déguiser une réalité, de la même manière que le concept d'aide active à mourir cache tout simplement l'expression euthanasie. La méthode habituelle pour les sujets de société. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. Méfiance des Français vis-à-vis de l'État. Selon une enquête IFOP publiée ce lundi, 68% des Français estiment que les collectivités locales, régions, départements et communes, ont trop peu de compétences face à l'État. 71% des personnes interrogées sont favorables à ce que la France devienne un État fédéral et 73% souhaitent que les régions puissent adapter les lois nationales aux réalités locales. Un rejet du centralisme français qui dépasse les clivages entre droite et gauche ou entre urbains et ruraux. Des juges rapides et efficaces, du moins pour certaines causes. Ce lundi, l'individu ayant écrit le slogan Free Palestine sur 8 voitures, dont certaines appartenant à des personnes de religion juive, a comparu devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie seulement 5 jours après les faits. À croire que les autorités françaises, politiques comme judiciaires, ont leurs priorités. Il faut dire que la pression se fait sentir après les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et cette fois, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, qui s'est ingéré dans la politique française en affirmant que Paris ne va pas assez loin dans la lutte contre l'antisémitisme. Le diplomate américain était convoqué lundi au Quai d'Orsay.
Règlement de compte entre maghrébins en France. Dimanche, le clandestin tunisien, arrêté dans le cadre de l'enquête sur les 4 corps retrouvés à Choisy-le-Roi, a été mis en examen. Rappelons que le 13 août, dans la commune du Val-de-Marne, 4 hommes, dont 2 Algériens et un Tunisien, ont été retrouvés morts près du pont de Choisy. Le suspect est arrivé en France il y a 4 ans et vivait illégalement au bord de la Seine, à quelques mètres du lieu de la découverte macabre, connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Les premiers éléments de l'enquête s'orientent vers un quadruple meurtre commis en raison des mœurs des victimes. Les communistes rougissent de leur histoire. Samedi, le maire LR de Saint-Raphaël, dans le Var, a inauguré une stèle en hommage aux victimes du totalitarisme communiste. Un hommage qui a été mal accepté par le PCF, qui va jusqu'à parler, je cite, de révisionnisme. Plusieurs militants de la CGT, du PCF et d'autres partis de gauche ont manifesté devant l'hôtel de ville de Saint-Raphaël pendant que le maire inaugurait la stèle dite en hommage aux 100 millions de morts victimes du totalitarisme communiste. Le PCF envisage des recours juridiques pour faire démanteler la nouvelle stèle. L'actualité internationale en bref. La gauche britannique aux côtés de Netanyahou. Le gouvernement travailliste, dirigé par Keir Starmer et David Lammy, envisagerait un contrat de 2 milliards de livres avec Elbit Systems, principal fabricant d'armes israélien, pour entraîner jusqu'à 60 000 soldats britanniques par an. Ce contrat, en compétition avec Raytheon, renforcerait les liens entre Elbit et le ministère de la Défense via le programme de transformation de l'entraînement militaire. Elbit, qui fournit 85% des drones et équipements terrestres d'Israël, est largement critiqué pour son rôle dans les massacres à Gaza. Malgré les appels croissants à un embargo total sur les armes à destination d'Israël, le gouvernement britannique maintient que les composants fournis, notamment pour les F-35, ne sont pas directement destinés à Israël. La compétition pour le contrat reste en cours. Royaume-Uni toujours et encore avec le gouvernement de Keir Starmer qui promet d'accélérer le traitement des recours des demandeurs d'asile. Avec 51 000 appels en attente et des délais d'1 an, en moyenne, le ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, juge la situation inacceptable. Un organisme indépendant composé d'arbitres sera créé pour désengorger les tribunaux avec un délai légal de 24 semaines pour statuer sur les appels, notamment pour les demandeurs de pays sûrs et les délinquants étrangers. Objectif, réduire le recours aux hôtels qui logent actuellement plus de 32 000 demandeurs d'asile dans le pays. Des manifestations anti-immigration réprimées par la police ont éclaté à Birmingham, Londres et Orlais. En un an, 111 084 demandeurs d'asile ont été enregistrés, un record. Cracker Barrel dans la tourmente. Après un changement de logo controversé, la chaîne de restaurants spécialisée dans les mets issus de la culture culinaire du sud des États-Unis fait face à une vive polémique après avoir modifié son logo emblématique. Le personnage de Tonton Herschel, figure historique de la marque depuis 1977, a été remplacé par un simple hexagone jaune portant le nom Cracker Barrel. Ce changement initié par le PDG Julie Fels-Massino pour moderniser l'image de l'entreprise a déclenché la colère des conservateurs, notamment des supporters de Donald Trump. Donald Trump Jr. et l'élu républicain Byron Donalds ont dénoncé une refonte woke exigeant le retour à l'esthétique traditionnelle. Résultat, une chute boursière de 7,2%, soit 94 millions de dollars de valeur perdue. Les conservateurs, cœur de la clientèle, déplorent une rupture avec l'héritage country. Les 660 établissements qui génèrent 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires semblent désormais menacés. Droit de douane, la bataille continue. La Nouvelle-Zélande a suspendu ses livraisons postales vers les États-Unis en raison des nouveaux droits de douane imposés par le président Donald Trump, effectifs dès le 29 août. New Zealand Post a interrompu temporairement depuis le 21 août la plupart de ses services, limitant les envois aux lettres et documents essentiels comme les passeports. Cette décision fait suite à l'annonce de la suppression de l'exemption fiscale sur les colis de moins de 800 $, provoquant une confusion logistique mondiale. La Poste française a également suspendu ses envois de colis vers les États-Unis dès le 25 août, sauf pour les cadeaux de moins de 100 €. D'autres pays comme l'Inde et plusieurs nations européennes ont pris des mesures similaires face à l'incertitude des nouvelles règles douanières. C'est la fin de cette édition. Ce soir, notre programme d'été, le réveil des métiers avec la découverte des jardins de Courciana, un joyau botanique de Gascogne. À demain, bonsoir.